Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à tous et toutes. Et on est très content de vous rencontrer aujourd'hui et de vous avoir pour cet épisode. Et on accueille aujourd'hui un invité de marque, on peut le Et dire. bonjour. Et Alors, petit disclaimer. Aujourd'hui, Ah oui, vous allez aussi. moins m'entendre que d'habitude parce que, comme vous pouvez le constater, C'est hyper désagréable. je m'appelle Brigitte aujourd'hui. Je n'ai rien contre les Brigitte, attention, on est Brigitte friendly ici, bien évidemment. Mais voilà, j'ai la voix un petit peu cassée, donc mes interventions seront choisies. J'ai pas intérêt de dire de la merde parce que sinon on va dire waouh, voilà les choix qu'elle fait. Et bien parfait. Et ben du coup, on est aujourd'hui avec Nicolas Rento. Je vous laisserai après entendre sa présentation, mais on est juste hyper content de Hyper t'avoir content. ici. Tu fais partie des psychiatres avec qui on a envie de bosser quand on est professionnel de santé au global, je pense. Et tu défends clairement des vraies valeurs de militant psy. Et donc, on aimerait te laisser te présenter déjà. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cet accueil. Bonjour à toutes et tous aussi qui nous écouteront. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 38 ans depuis quelques jours. Ok. Voilà. Joyeux anniversaire. En retard. Donc, je suis psychiatre donc au CHU de Montpellier pour encore quelques semaines. Ouais. Parce que je quitte Montpellier pour Chambéry. Donc, je travaille à l'hôpital donc en psychiatrie sur trois unités qui, comme on va le voir, font ce qu'on appelle de la réhabilitation psychosociale, donc qui concrètement accompagnent des personnes avec une maladie psychique dans leur projet de vie de manière globale, donc avec tout ce que peut entraîner des projets, que ce soit de la vie avec les autres, du logement, du travail. Donc je fais ça avec toute une équipe super depuis 2017 Ok. maintenant. C'était mon premier poste à l'hôpital. Seul et unique pour l'instant. Donc un gros parcours et ça a mis du coup du temps, j'imagine, à construire un peu cette idée-là. On va vous parler un peu de la réhab, mais moi c'est une vision du soin d'une personne qui a changé ma façon de voir aussi mon métier déjà et mes prises en charge tout court, quoi. C'était quelque chose dont on ne parle pas, très peu, et qui est vraiment, moi j'ai commencé vraiment à en parler en master parce que tu travailles avec certains de mes enseignants et qui ont diffusé cette vision-là qui est juste extraordinaire, je trouve. Et puis qui reste dans cette même lignée de relations beaucoup plus horizontales aussi, qu'on prône efficace aussi, même pour l'alliance thérapeutique, etc. Enfin, bon, tu nous en parleras beaucoup mieux que nous. Ouais, d'ailleurs, si on devait définir un peu ce que c'est la réhabilitation psychosociale, qu'est-ce que tu pourrais en dire Alors moi, de manière simple, je considère que on parle de rétablissement et de réhabilitation. Quand on parle de rétablissement, pour moi, c'est une définition qui appartient aux gens concernés. Il y a autant de définitions que de personnes, parce qu'il y a autant de personnes que de projets, en fait. Donc le rétablissement, on parle vraiment du parcours que fait la personne avec ou malgré la maladie psychique qui lui est propre. Et la personne, du coup, a sa propre définition, en fait, de son rétablissement. Sinon, on tombe dans des espèces de trucs tout faits en disant je suis pas rétabli parce que je retravaille pas, ou je suis pas rétabli parce que je vis pas seul. Il y a des gens, ils veulent pas retravailler, ils se sentent complètement épanouis, c'est pas la question. Donc c'est profondément personnel et du coup ça nous appartient pas. La réhabilitation, moi je le vois comme une énorme boîte à outils qu'on met au service des projets des personnes ou des obstacles qui se mettent entre eux et leur projet. Quand on dit boîte à outils, faut être imaginatif. Alors évidemment, il y a tous les outils qu'on connaît spécifiques à certaines maladies psychiques ou assez généralistes que peuvent être les TCC, le travail sur les habiletés sociales, sur la remédiation cognitive, des choses comme ça. Mais il faut faire attention, c'est pas que les outils, ce qu'on appelle de rétablissement médical. Ouais. On ne vise pas que de s'occuper des symptômes des gens, on vise à les accompagner dans leur vie et dans leur entièreté. Donc dans cette boîte à outils, il faut du réseau professionnel, il faut se poser la question des loisirs à l'extérieur, des relations aux autres, des sites de rencontres pour ceux qui veulent trouver quelqu'un, enfin la vie quoi. La vie, ouais, Du voilà, coup, c'est ça. c'est une boîte à outils géante et avec le but quand même de pouvoir la miniaturiser aussi pour que les gens puissent l'emmener avec eux parce que l'idée c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent être leur propre outil. Un lieu de réhab, c'est un lieu de passage. On n'est pas là pour mettre un fil à la patte à quelqu'un pendant des années.
parce que ça renvoie pas un truc hyper positif non plus. Tu as toujours l'impression que ça va parce que tu as une structure à côté de toi. Oui. Donc l'idée, c'est de les outiller eux-mêmes pour qu'ils puissent faire face à tous les obstacles et puis vivre leur vie telle qu'ils l'entendent. Oui, l'idée, c'est de les rendre indépendants, en fait. Ouais, c'est ça. L'institutionnalisation, etc. Bon, on a besoin des institutions, etc. Mais c'est vrai que parfois, les institutions chronicisent aussi les patients et les empêchent en fait d'atteindre cette indépendance-là, justement. Parfois même plus que souvent. Oui. Ouais, malheureusement. N'ayons pas peur des mots. Ouais, On est clairement. militants. C'est clair. Non, mais vous avez commencé par ça. La réhab, c'est très paradoxal la réhab en fait, parce que quand on lit des trucs, on se dit bah oui. Oui, Évidemment, en fait. totalement. On C'est a vrai. l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, des postures, se te dit bah oui, respecter la personne que j'ai en face de moi, oui, ne pas avoir que la maladie en elle, oui, écouter ce qu'elle a envie de faire de sa vie, oui, ne pas faire passer mon avis avant le sien. Enfin, on se dit wow, on fait a priori des métiers dans la santé psychique. Si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait non. On se rend compte que du coup, quand on rencontre les gens, qu'on voit que nos institutions la manière de proposer des choses, il y a cette idée un peu de ce que devrait être le soin en psychiatrie, où on devrait surprotéger les gens, décider à leur place, avec une place de sachant. Et ce qui est compliqué à faire bouger, c'est que ça se veut, pour la majorité des soignants, assez empathique, en fait, de vouloir faire ça. Oui. C'est pas des gros cons, les gens avec qui on débat sur ces... Oui, bien sûr. Généralement, c'est des gens qui, notamment s'ils travaillent longtemps en psychiatrie, ont l'impression qu'effectivement, c'est profondément empathique de protéger les gens de la vie, de pas les laisser faire tous leurs projets de peur qu'ils se cassent la gueule et qu'ils rechutent, de leur faire refaire la même activité depuis 30 ans au même endroit, C'est ce que j'ai vu. de les protéger en fait. Oui. Et c'est intéressant parce que moi on m'a questionné souvent, mais pourquoi vous avez fait comme ça? Mais moi je me suis jamais dit le métier de psychiatre ou de psychologue ou de soignant sur la santé psychique, ça devait être ça ou ça en fait. Moi, je me suis dit, logiquement, je vais faire ce qu'attendent les gens de moi. Et donc, c'est compliqué parce qu'à la fois, on va expliquer des choses où tout le monde te dit, bah oui, mais nous aussi, on est humaniste, etc. Ouais. Mais dans les faits, quand tu creuses, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, t'as toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais tu te rends compte au quotidien que pas tellement. Je partage complètement cette idée-là. Et dans ta façon d'en parler et de ce que tu as réussi à mettre dans tes services, tu as réussi à rendre la noblesse à quelque chose qui est délaissé, en fait. Finalement, c'est pas le savoir, c'est pas les techniques de pointe, c'est pas je connais le bon traitement au bon moment ou j'ai fait. Voilà. On est sur des trucs vraiment je me connecte à la personne et je vais offrir aussi un espace où elle va pouvoir se développer réellement, quoi. Ça remet la définition du mot accompagnement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu tiens la main où tu veux aller et en fonction de la personne, c'est elle qui choisit et on y va et on accompagne. C'est ça, et on n'est plus dans un truc de c'est décidé, c'est comme ça, il y a un protocole, il y a un plan, non, en fait, on va réfléchir ensemble. Et je trouve que dans ce discours-là, c'est le plus beau aussi de retrouver ça, c'est de retrouver vraiment du sens en fait à nos métiers, parce que sinon à quoi ça sert qu'on fasse ça, quoi. Puis du sens pour les gens en fait, parce que comme vous dites, s'il y a un plan, parce qu'on peut avoir un plan, tu vois, quand vous recevez quelqu'un qui vient pour une problématique, etc., t'as ton plan entre guillemets TCC qui se met dans ta tête, par quelle étape on va passer, et c'est normal, enfin on s'est formé à ça, c'est bien qu'on l'utilise un peu quand même. Mais souvent on se rend compte aussi qu'en psychiatrie, le plan qu'on a dans notre tête, c'est pas du tout le plan qu'a la personne en fait. Et dans ce cas-là, soit tu dis écoutez, c'est moi quand même le professionnel, c'est moi qui sais, voilà. Et ça mène à rien. Soit en fait, tu essayes de comprendre pourquoi la façon dont tu as amené tes outils parle pas à la personne en fait, ne fait pas sens dans ce qu'elle attend, etc. Moi, je le dis souvent, le réflexe qu'on a en psychiatrie quand quelqu'un refuse un soin ou refuse de l'aide, c'est tout de suite la facilité. Ouais, mais il a pas conscience des troubles. Oui, il est trop vulnérable pour savoir ce qui est bon pour lui. Jamais on se pose la question, tout bêtement. Le truc de, il y a une mise en échec. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'entends souvent ce truc de, oui, non, mais il met en échec. Il tient à son symptôme. C'est ça. Mais jamais on se pose la question. Est-ce que s'il a refusé, est-ce que ça serait pas de la merde ce que j'ai proposé en fait? Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Ce qui est marrant, c'est que l'unité dont je m'occupe, c'est une unité où je suis passé avant, qui était un hôpital de jour avant, et je suis passé 2 fois en tant qu'interne, en premier semestre, en dernier semestre. Et c'est marrant parce que moi, quand je suis arrivé en premier semestre là-bas, j'étais jamais passé en psychiatrie de ma vie, même pendant l'externat. C'était des moments où je pouvais pas le choisir. Donc, moi, j'avais toujours voulu faire psychiatre, donc ça me posait pas de problème de me pointer en psychiatrie sans avoir jamais vu. Mais au début, je suis arrivé dans une unité où je comprenais pas ce qui se passait pour certains points, hein, évidemment.
Et pire que ça, quand j'interrogeais, les explications me convainquaient pas du tout. Ok. En fait, c'était vraiment. Là, il y a le film du mercredi. Et je dis, mais attendez, je comprends pas en quoi ça va être ça. Et les gens prenaient vraiment très mal. Surtout, en plus, j'arrivais de nulle part. J'avais 15 jours de psychiatrie derrière moi. Enfin, je comprends, ça faisait hyper arrogant et tout. Mais 5 ans après, j'étais toujours pas convaincu. Et c'est intéressant parce que moi, les idées que j'en avais à l'époque, c'est un peu les idées sur lesquelles j'ai construit après l'unité avec l'équipe, etc. Et c'est intéressant de voir qu'en peu de temps, ce qu'on te reprochait il y a 5 ans, tout le monde trouve ça génial maintenant. C'est toujours un peu paradoxal, ça, ouais. mais surtout avec des idées reçues de ce que devrait être le soin. C'est toujours assez marrant la définition qu'on en donne et qu'on est censé déjà tout savoir mieux, protéger l'autre. Alors c'est déjà suffisamment compliqué de s'attaquer à la maladie psychique. C'est complexe. Mais c'est que des fois, il y a une perte de sens en fait dans ce qui est proposé, où ça devient plus de l'occupationnel que réellement des propositions de soins, quoi. Et c'est ce truc-là c'est quoi l'objectif? Enfin, moi, je m'en fous en fait de ce qui est proposé. On peut proposer tout ce qu'on veut en soi, mais est-ce que vraiment il y a du sens, il y a un objectif derrière? C'est pas l'activité en soi qui pose problème, c'est l'objectif et le sens et la portée qu'elle va avoir pour ceux à qui tu la proposes. Est-ce que vraiment ça va aider, ou est-ce que là c'est juste parce que tu viens occuper? En plus, si ça faisait qu'occuper, admettons, mais ça peut nuire aussi, clairement, parce que quand tu viens faire une activité tous les jours, à un hôpital de jour, toujours la même si ça te fait 2 heures dans la semaine plutôt agréable, moi je remets pas ça en cause, hein, c'est probablement agréable. La question c'est qu'est-ce que ça renvoie derrière? Ça renvoie que tu pourrais pas le faire à l'extérieur dans un autre milieu, que tu as forcément besoin que l'hôpital de jour soit là pour avoir des activités agréables. Que le jour où l'hôpital de jour est fermé, il n'y a plus d'activité agréable. C'est des trucs trop friables. C'est de la dépendance. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu rends les gens dépendants à nos soins. On se plaint souvent de ne pas avoir de moyens en psychiatrie, que nos unités sont blindées et tout, mais forcément, on ne fait jamais de sortie, en fait. Quand tu ne pas la personne, tu la rends dépendante à toi toute sa vie. En fait, quand tu fais venir des gens tous les jours, de toutes les semaines, pour manger à l'hôpital de jour, pour prendre leur traitement, faire le pilier, tu pourrais te dire, il n'y a pas une fois où vous avez été tenté de lui dire, attendez, je crois que la pharmacie, elle est à 100 mètres de chez vous. Vous voulez pas un de ces 4 on va à la pharmacie tous les deux, on voit comment vous pouvez gérer d'aller chercher votre traitement. C'est un truc de dingue. Mais encore une fois, c'est compliqué à bouger parce que ça se veut empathique. Ils vont être en difficulté. Oui, on veut aider. C'est de la surprotection, en fait. Clairement. C'est ça, une fois qu'on nous a attribué un diagnostic, du coup, il ne faut pas vivre trop d'émotions, il ne faut pas vivre trop de trucs de la vie de tous les jours. Ça peut être problématique. En fait, c'est la vie. Enfin, on a besoin de vivre et en fait, même si on a un diagnostic, on reste une personne en fait en soi qui a besoin des choses de la vie. Ah mais complètement. Et puis en plus, c'est cette idée vraiment que même nous on le voit, parce que toi on parle de choses occupationnelles, mais même si on rentre dans le détail d'outils validés qui font leur efficacité, mais qui s'empare d'un outil juste parce qu'en face on t'a dit ça c'est validé. J'ai fait la littérature hier, c'est validé. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Voir en plus nos outils, souvent ça nous paraît évident, quand même les gens ils viennent, ils ont une plainte, je leur propose un outil qui a fonctionné, ils s'en emparent pas. Ouais, mais c'est pas parce que tu leur as dit que c'est plus complexe que ça en fait. Les gens se soignent pas pour se soigner. Les gens ils se soignent pour revenir à un état soit antérieur, soit nouveau, pour pouvoir refaire des choses. Donc si tu n'inclus pas nos outils par des portes d'entrée qui sont les projets des gens, pendant notre consultation ça fait sens, en sortant beaucoup moins, et 2 jours après chez eux plus du tout en fait. Mais on le fait tous en fait au quotidien. Je donne souvent l'idée, moi je cours régulièrement. Je cours pas 4 fois par semaine quand on me dit faut faire du sport et manger 5 fruits et légumes par jour. Je cours parce qu'à un moment, je sais pourquoi je le fais et généralement en plus j'ai besoin de me mettre un objectif de course, sinon j'arrive pas à sortir. Ça répond à un objectif chez toi. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs on ne démarre aucune psychothérapie sans poser des objectifs clairs. Enfin normalement c'est ce qu'on fait. Logiquement, c'est ce qu'on devrait faire. Ouais. Parce que effectivement sinon tu proposes des trucs, les gens ils sont là en mode mais pourquoi en fait, quel objectif ça a ton truc? Et donc les objectifs, c'est la question du sens que tu donnes effectivement aux patients et qu'ils vont être aussi acteurs de leur thérapie. Parce que sinon en fait les gens ils sont passifs, pas parce qu'ils ont envie de l'être, parce que tu te positionnes en sachant en fait, et en disant en fait tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais s'il n'y a pas de sens derrière. Et puis en plus de ça, du coup, il n'y aura pas de motivation forcément à le faire, quoi. Je dis toujours à mes patients, si moi j'avais un souci, comme me disait, mais t'inquiète pas, ce qui va t'aider, c'est apprendre une nouvelle langue et courir.
eh ben, je resterai mal. Parce que c'est pas personnalisé, ça me plaît pas, c'est pas quelque chose qui me motive, et donc, du coup, ben, je vais pas adhérer à ce genre de choses. Ça, c'est logique. Ah ouais, et puis, encore une fois, les gens sont pas. Moi, je fais toujours attention à ce que notre point de vue, qui est purement médical, et en plus, c'est compliqué parce que c'est nos métiers, donc Oui, on a appris à c'est faire ça. ça. Mais personne ne vient nous voir en disant je suis trop anxieux, mon but, c'est d'arrêter l'anxiété. Arrêter l'anxiété parce qu'elle m'empêche de faire ça. Ouais. Donc, la réhabilitation psychosociale, c'est vraiment ça, c'est mener de front l'aide au rétablissement personnel et médical en même temps, en fait. Et trop longtemps, et encore, c'est un peu le modèle actuel en France, on se dit qu'il faut forcément s'occuper des symptômes avant s'occuper des projets de vie. Avec cette idée, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, il faut le préparer, etc. Alors que l'idée, c'est justement se servir de toutes les envies de la personne, que la personne garde malgré parfois les symptômes, ce qui est assez admirable. C'est se servir de ses envies et ses projets grandeur nature, justement pour amener nos outils, pour que la personne puisse déjà s'en emparer, parce que ça fait sens, et en plus les appliquer dans un truc bien personnalisé, bien à elle. Et c'est pour ça qu'elle est venue nous voir, en fait. Pas pour pas être anxieuse dans toutes les situations. C'est pour un truc très précis, en fait. Justement, pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait essayer de prendre des exemples de comment ça se faisait avant ces idées de réhabilitation et de réhabilitation psychosociale, et comment tu arrives à mettre ça en place au quotidien avec des personnes? Ouais, alors je pense que 2 exemples concrets qui parlent à tout le monde, généralement, c'est et qu'on accompagne beaucoup, c'est le logement et l'emploi. Ouais. Si ça vous va. Très bien, c'est une excellente idée. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'on s'est dit pour les logements ou l'emploi? Et ce qu'on se dit encore, faut pas croire, la réhabilitation, c'est un microcosme encore. C'est pas le paradigme qui fait foi en France. C'est vrai que j'ai tendance à parler de ça comme on fait ça partout, mais en fait, c'est pas le cas. Du tout. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui font ça autour de nous, mais effectivement, quand on sort de ça, pas du tout. Ouais, il y a une centaine de centres de réhab en France, mais c'est pas le paradigme qui fait foi encore. Et celui qui fait foi encore, notamment pour l'emploi, le logement, c'est de se dire, ok, la personne veut travailler ou veut vivre dans un appartement seul, mais elle n'est pas prête. Elle prend pas son traitement, elle n'a pas d'infirmier à domicile, elle n'a pas un éducateur, elle n'a pas, selon nos critères en fait, elle n'est pas prête. Donc le paradigme s'est fait, ok, il faut qu'on remplisse toutes ces cases-là, selon nous, les cases à remplir pour qu'elle soit apte à vivre seule, à travailler. Et donc il y a cette idée de pré-entraînement ou de choses à cocher. Par exemple pour l'emploi, pendant longtemps. Et ça peut paraître incroyable, hein, mais on te dit, je veux retravailler dans l'informatique. Je dis, parfait, commencez par venir à l'hôpital de jour, 3 fois par semaine, pour reprendre un rythme. Pas de phrase plus débile, en fait. Qui se lève pour un autre objectif que celui pour qui il se fixe, en fait. Enfin, moi, je donne souvent cet exemple propre à moi. On a tendance souvent à appliquer aux personnes qui ont une maladie psychique, à appliquer des choses qu'on ne s'appliquerait pas dans la vraie vie, en fait. Moi, quand on me dit venez à l'hôpital de jour, alors je dois me lever pour faire des activités que je n'ai pas choisies, mais pour vous prouver que je peux prendre un rythme pour travailler. En termes de motivation, ça n'a pas de sens. Non. Moi, j'ai pas une motivation égale pour tout, en fait. Et moi, je donne souvent cet exemple. Moi, comme je vous dis, j'ai toujours voulu faire psychiatre. Quand tu es externe en médecine, il faut passer par plein de trucs. Moi, ma hantise a été la chirurgie. Ça m'intéressait absolument pas. Passer des heures au bloc, ça m'intéressait pas. Et j'ai simulé des malaises pour pouvoir me barrer du bloc. Et si on m'appliquait les règles qu'on applique aux gens qu'on accompagne au quotidien, ça serait, vous voyez, vous avez prouvé que vous pouvez pas tenir à un endroit longtemps, vous n'êtes pas motivé, etc. Du coup, Nicolas Rintaud, il simule des malaises pour se barrer du bloc. Il peut pas être médecin. Ça paraît débile dit comme ça, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Les gens après. C'est ce qu'on fait dès qu'il y a des résistances. Non, mais de manière générale, on est dans un système où ça se fait dès qu'il y a une position de supériorité, de vulnérabilité. On fait ça avec les enfants, on fait ça avec les personnes âgées, on fait ça avec les personnes qui ont des maladies psychiques. Ah oui, complètement. Ouais, il y a cette idée qu'on ne remet pas les personnes au centre, avec cette idée qu'ils ne sont pas capables de donner un avis, etc. Et donc, tu vois, pour l'emploi. Encore, on te dit par étape, venez à un hôpital de jour, et puis vous voulez travailler dans l'informatique? Attendez, déjà, on va vous faire travailler dans les espaces verts pour voir, etc. Et il faut du milieu protégé. Et attendez, on va évaluer vos compétences pour le faire, etc. Donc en fait, et pareil pour le logement. Vous allez d'abord aller dans un foyer, dans un truc, etc. Prendre un traitement avant. Et puis le modèle opposé qui est venu pour, c'est ce qu'on appelle housing first ou un chez soi d'abord pour le logement. Okay. Le modèle IPS pour l'emploi, c'est qu'on inverse tout en fait. On dit, on met dans un appart ou on met un emploi au moment où la personne le veut.
quelle sorte d'hospitalisation depuis 3 minutes ou depuis 3 ans, la question se pose pas. Elle le veut, on y va. Quoi. Voilà. Et on se pose pas la question. Moi, je dis souvent ça quand on accompagne les gens. On n'est pas là, on n'est pas une unité qui évalue leur compétence à faire un projet. Oui. À partir du moment où ils veulent, on fait. Et donc, tu mets directement en emploi ou en logement. Et là, tu mets au service de la personne des outils pour potentiellement faire face aux obstacles qu'elle va rencontrer en live. Mais qui seront des trucs pas fantasmés par nous, qui sont des vrais trucs, vraiment vécus par la personne, ce qui la motivera à accepter de l'aide si elle y voit du sens. Donc on est passé ce qu'on appelle notamment pour l'emploi, d'un modèle, ce qu'on appelle train and place, donc s'entraîner, se pré-entraîner, se pré-entraîner, sauf qu'en psychiatrie ça prend 25 ans, donc pré-entraîner les gens, et donc pas coller à la temporalité des gens, à un modèle place and train, la personne veut, on fait, et après on voit. Et clairement, les études qui montrent que ça soit pour le maintien du logement, en faisant comme ça, c'est-à-dire un chez-soi d'abord, c'est tout simplement, c'est donner un logement individuel à quelqu'un, quel que soit son niveau de stabilisation, le fait qu'elle prenne un traitement ou pas, etc. etc. Oui, et puis c'est le principe de erreur-apprentissage, quoi. Tu testes, tu réévalues, tu vis des trucs, en fait. C'est la vie. Trucs, Si on transpose nous dans nos vies de tous les jours, c'est comme ça qu'on fait. C'est une fois que j'ai envie d'un truc, et puis je me rends compte que j'ai une difficulté, donc je vais aller choper quelque chose qui va m'aider, mais j'ai toujours mon projet en tête. Nous, on nous reproche souvent l'idée, quand tu fais la réhab, c'est vous les mettez en danger... Ouais. Ils vont vivre des échecs, ça va les faire rechuter. Mais encore une fois, on se plaint toujours en psychiatrie que les gens ne demandent pas d'aide. Ou pas la bonne aide, enfin celle selon nous. Ou pas pour la bonne raison. Oui, tu comprends, il prend son traitement tous les jours, mais pas parce qu'il pense qu'il est malade. Oui, on s'en fout, tu t'en demandes beaucoup là quand même. À un moment, il fait ce qu'il veut. Mais il y a la question, effectivement, on se plaint toujours que les gens demandent pas d'aide. Mais si on te met dans un fonctionnement où tu fais toujours les mêmes activités, les mêmes choses, que tu vis rien en fait. Pas d'expérience, pas de trucs positifs, pas d'échecs, pas d'obstacles. Mais moi, si je vis pas d'obstacles ou si on me laisse rien faire, je vis pas d'obstacles. Et si je vis pas d'obstacles, je demande pas d'aide. Donc les gens, et puis ça renvoie même à un truc, moi je trouve plus... Qui a dit, on est quand même la seule spécialité à faire ça, à se dire, demain ton cardiologue te donne des conseils pour telle ou telle chose, te fait des recommandations, à aucun moment il va se permettre de te dire, alors moi par contre à ta place je ferais plus ce métier, je ferais un autre, ça n'existe pas en fait. Et c'est marrant parce que quand on interroge là-dessus, ce côté en psychiatrie, comme si on se donnait une sorte de pouvoir supérieur. Les gens sont vulnérables, il faut qu'on s'occupe d'eux, bien au-delà de leurs symptômes. Alors qu'on est déjà tellement présent dans leur vie. Et on sait mieux qu'eux. Il y a un peu cette idée de mais nous on sait parce que nous on n'a pas la pathologie quand même. Mais regarde, nous quand des fois on explique ce qu'on fait, etc., les gens ils nous disent vous êtes brut, vous êtes méchant. C'est le truc quand on va dire on va tester, on va tester les choses en fait, on va s'exposer. On te renvoie ce truc de on y va mollo, on sait jamais, on va prendre le temps. Il y a ce côté brutal de la personne, on juge que la personne n'est pas capable. Et justement, elle se sent déjà pas capable. Donc si toi tu viens renforcer ça de oui effectivement, tu n'es pas capable, on va prendre le temps de faire. Tu viens renforcer aussi des croyances chez elle, au niveau de son estime de soi, de tu n'es pas capable. On parlait d'emploi, il y a plein de lieux en psychiatrie où les gens disent ouvertement, nous on a une unité, on fait du deuil à l'emploi. C'est terrible. Ça me choque. Du deuil à l'emploi. Tu viens pour, on va vous accompagner à faire le deuil du fait de retravailler, parce que vous n'êtes plus capable. Moi, c'est des termes que tu entends. C'est terrible, c'est ça le sens de votre vie. On va l'enlever. Non, mais c'est ça. Mais c'est l'idée de maintenant, vous avez un trouble psychique et donc tout ça c'est fermé pour vous. C'est pas possible ça. Et puis c'est hyper intéressant ce que tu disais niveau, ça peut paraître brut, etc. Mais c'est toujours intéressant. On se fait souvent dégommer sur des trucs comme ça en disant mais sur le côté humaniste, oui, mais vous mettez les gens dans des cases, vous leur faire passer des échelles, vous leur mettez la pression, mais nous, on met aucune pression en fait. Tu as parlé de temporalité, nous, typiquement, quelqu'un qui veut retravailler, on est à son rythme. Par contre, on lui explique la réalité. Par exemple, il peut voir son référent, on se donne comme objectif, s'il veut avoir un premier contact avec l'emploi, on se donne comme objectif 1 mois. On peut se donner ça, mais dans ce cas-là, il faut voir son référent au moins 3 fois par semaine. Par contre, tu as le droit de le voir 1 fois par mois, il n'y a pas de souci. Mais si tu le vois 1 fois par mois, tu n'auras pas une réponse à 1 mois. En fait, c'est la réalité. Donc, nous, on est dans les piliers du rétablissement, on parle de ce qu'on appelle d'empowerment, c'est remettre la personne au centre, mais pas que au centre des décisions, c'est aussi au centre de sa responsabilité. Quand tu parles de projet de vie, forcément, tu dis à la personne que nous, on n'est pas là pour dire ce qu'ils devraient faire de leur vie.
Enfin, pour moi, mon travail s'arrête là, en fait, en tant que psychiatre. Jamais je me permettrais de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire de sa vie, quelle que soit la maladie psychique qu'il a. Et c'est vrai que parfois, les gens sont surpris de cette remise au centre et de cette re-responsabilisation qu'ils ont sur leur bien-être, en fait, à venir. Et sur... en gros, nous, on leur dit, ici, on parle pas de prise en charge, d'ailleurs, on parle de collaboration. Et que si vous faites pas votre part, ça marchera pas, en fait. Et qu'en plus, que si on sera jamais plus motivé que vous, parce que moi, je leur dis... honnêtement, que vous retrouviez un boulot ou pas, en fait, moi, je m'en fous. Moi, j'en ai un. Par contre, je m'en fous pas si c'est important pour vous. Et donc, l'empowerment, c'est vraiment remettre au centre de la personne sur les décisions, ça paraît logique, mais aussi sur les responsabilités. Quand t'as pas trouvé un boulot parce que t'as pas été au rendez-vous, eh ben, tu décortiques. Alors, si tu n'y as pas été parce que tu as été anxieux, parce que tu as peur dans les transports, parce que tu as oublié, parce que ta mémoire te joue des tours, etc., ça fait des trucs à bosser et tout. Tu dis, en fait, j'ai pas envie, pas de souci. En fait, on n'a pas une obligation de résultat, en fait, que les gens donnent une définition de ce qui leur paraît épanouissant et de les accompagner là-dessus. Mais c'est eux qui choisissent. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Oui, alors, dans les centres de réhab, c'est un peu différent, j'imagine, parce que vous les voyez plus souvent, mais toi, quand t'es psy en libéral, tu les vois 45 minutes, 1 heure, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Si ça ne fait pas sens... Enfin, c'est pas toi, en 45 minutes, t'auras beau leur dire de faire des trucs, en 2 semaines, ils ont le temps d'oublier 450 fois et que les anciens apprentissages reviennent, etc. C'est ça aussi, c'est que donner du sens, aller dans le projet des gens, dans leur objectif, c'est aussi potentialiser la réussite de l'accompagnement derrière. Et puis la maintenir dans le temps, surtout. Ouais. Parce que tu vois, moi je dis souvent, si la personne elle est plutôt sympa, qu'elle te fait confiance et que tu es plutôt compétent, à force d'efforts, de machin, même de paliers, etc., la personne elle va aller mieux. Mais si tout se casse la gueule 6 mois après qu'elle a arrêté de te voir, ça veut dire qu'on a raté un truc, en fait, qu'on n'a pas outillé la personne pour qu'elle maintienne ça dans le temps, en fait. Et c'est ça le gros problème, en fait. C'est on a tendance à vouloir, à pas outiller, à pallier beaucoup. Et nous, on fait très attention à ça. Tu vois, nous, parfois, on les voit moins que vous, même au centre de réhab. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'on ne voit pas les gens pour les voir. Oui, voilà, c'est ça. On voit les gens pour un objectif qu'ils ont. Sinon, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est toujours sympathique d'avoir un soignant pour aller boire un verre. Mais si ton environnement social, encore une fois, ça devient les soignants de l'hôpital, nous-mêmes, on participe au fait que la personne... Si elle apprend cette habitude-là, elle te fera pas de demande, elle va pas vivre la solitude, donc elle te fera pas de demande. En fait. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qu'on fait, la seule règle, c'est en qualité et en temporalité, il faut que ça réponde à une demande ou à un obstacle. Sinon, donc c'est dès que tu vois quelqu'un, c'est ok. Pourquoi je suis là en fait? Et est-ce que je suis pas en train de nuire à moyen terme? Moi, j'utilise souvent cette phrase. C'est est-ce que l'outil d'aujourd'hui devient pas l'obstacle de demain? Comment t'aides quelqu'un à un instant T, mais parce que tu as pallié un instant T d'une urgence, de quelque chose, etc. Mais comment je donne souvent cet exemple, on parlait des hôpitaux de jour, mais un très classique qu'on connaît tous, c'est quelqu'un n'arrive plus à venir à l'hôpital de jour parce que je sais pas, il a peur dans les transports. Il dit pas de souci, et là, oh là là, mais il vient plus à l'atelier marche rapide, voilà, on va mettre un transport, un VSL pour qu'il vienne, etc. Et donc il vient et tout le monde est content et ça s'arrête là en fait. Mais si tu pousses le truc d'après, la question c'est, ouais mais il venait pas parce qu'il a pas de voiture quoi, il a peur dans les transports. Donc là on est content, il vient à l'activité. Mais maintenant qu'on a pallié, si le psycho passe derrière, lui propose est-ce que vous voulez qu'on travaille un peu la peur dans les transports? Bah non, j'ai un VSL. Ah oui. Et puis le VSL, il est pas là le week-end. Donc ça veut dire qu'on est content qu'il vienne à l'activité, mais le week-end, on s'en fout qu'il n'arrive pas à sortir à cause de ça. En fait, c'est comment... Alors qu'en fait, qu'ils viennent à l'activité, on s'en fout. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. En fait. Oui, c'est ça. Par contre, de venir pallier à ça, ça va pas créer du tout un environnement propice à ce que la personne se retrouve en difficulté ou demande de l'aide ou accepte de l'aide, en fait. Donc là, c'est purement nos organisations, en fait, qui nuisent à la demande, au fait que la personne s'empare ou pas de l'outil. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que ça valide aussi cette idée que, en fait, parfois, en tant que soignant ou en tant que thérapeute, etc., on peut être des renforçateurs de troubles plus que des aidants. C'est-à-dire que et c'est pour ça que nous, on matraque les gens avec l'analyse fonctionnelle, des trucs comme ça. Si tu n'analyses pas bien les choses, en fait, tu peux proposer des outils qui ne vont pas aider les gens. Typiquement... dans le cadre des troubles anxieux, par exemple. Dans le cadre des troubles anxieux, la relaxation. Ouais. Tu vas mettre un outil qui, certes, va apaiser sur du court terme, mais sur du long terme, qui va renforcer les troubles anxieux. Alors ça choque les gens quand on dit « Ah bon, faut pas relaxer les anxieux ».
En fait, C'est levé de bouclier. voilà. Non, mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, l'exemple, il est hyper bon parce que ce qui revient souvent, cette histoire de la relaxation, etc. C'est souvent mal compris quand on le dit. Et moi, je trouve ce qui permet vachement de l'expliquer, c'est la temporalité, en fait. On ne dit pas que quand tu es en train de faire une attaque de panique, si tu as appris 2-3 trucs de cohérence cardiaque, de relaxation, on ne dit pas que ça va pas t'aider à un instant T. C'est pas le problème. Ce qu'on te dit, c'est que, et c'est le même cas pour les anxiolytiques niveau médicaments, c'est que quel intérêt d'aller t'emmerder à te mettre en difficulté en TCC si tu as un truc à un instant T comme un anxiolytique qui t'aide plus. En fait, on se rend aussi pas compte que nos outils, c'est aller appuyer là où ça fait mal et c'est aller se mettre en difficulté. Donc d'une faut du sens. Et en plus, nous, notre but, c'est encore une fois, c'est à moyen et long terme que les gens puissent vivre de manière épanouie malgré le trouble. Donc en fait, on fait la chasse à tous les trucs qui sont censés être, qui donnent l'impression que c'est facile à un instant T, comme la relaxation, etc. Bien sûr, ça soulage. Oui, mais puis les gens, ils sont pas cons. Je veux dire, tu leur dis, hey, j'ai un truc qui va te soulager de suite ou un truc qui va te soulager mais plus tard. Ouais. Moi, personnellement, je fais comme tout le monde, de suite. Mais on fait tous ça. On fait tous pareil. Sûr, et c'est pour ça que nous, on appuie ce qu'on appelle travailler sur l'accommodation, donc éviter de pallier aux difficultés des gens par des aides externes, mais plutôt en les outillant. On y fait très attention déjà dans notre pratique à nous. Je pense qu'on se pose la question 1000 fois dans une journée, est-ce que je suis pas en train d'accommoder ? Est-ce que je suis pas en train de me préparer un truc plus tard ? Et puis, c'est pour ça qu'on accompagne les familles aussi. Parce que, encore une fois, moi je dis souvent, accommoder, pour marquer le coup, je dis aux familles, mais en fait, c'est votre proche qui se casse la gueule devant vous et au lieu de lui tendre la main, vous l'enjambez, au max, vous lui montrez là où il pourrait s'appuyer pour se relever. C'est horrible. Personne ne fait ça instinctivement. Même si quelqu'un fait ça instinctivement, je vais m'inquiéter. C'est bizarre. Ça manque. Mais cette idée de temporalité, et notamment, ça parle pas mal aux familles dans les maladies chroniques, parce que la question qui revient pour tous les parents, c'est qu'est-ce qui s'en occupera quand on sera plus là. Et donc, ça renvoie et ça fait comprendre cette idée que globalement, personne, parce qu'il y a personne qui s'en occupera aussi bien que vous. Vous êtes ses parents, c'est incroyable ce que vous faites. Par contre, si cette personne, ça peut être lui. Et c'est pour ça qu'on l'outille. Et c'est pour ça que parfois, on va même vous empêcher de l'aider. Pas parce qu'on veut qu'il soit mal à un instant T. C'est parce qu'on veut qu'il s'outille lui-même pour faire face lui-même aux situations. Parce que le seul outil que t'emmènes partout, c'est toi-même, en fait. Donc, on appuie beaucoup là-dessus. En fait, il y a toujours ce truc de oui, mais je l'aide. Et je suis sympa parce que je l'aide et je serais méchant de ne pas aider. Et c'est normal de se dire ça. Et en fait, c'est vraiment de faire prendre conscience aux familles, aux accompagnants, etc., que en fait quand tu aides, tu renforces. Donc tu aides peut-être sur du court terme, mais sur du long terme, tu renforces les pathologies, quoi. Mais c'est hyper déjà moi je trouve en première intention, c'est de déculpabiliser les gens par rapport à ça, parce que c'est vraiment parce qu'on ferait tous ça, c'est pas instinctif, tu mets la main dans le feu, ça brûle, tu l'enlèves, tu vois, tu te dis pas non, je vais la garder parce que sinon j'apprends à éviter, non, tu l'enlèves et puis après tu vois. Donc et puis il y a cette envie aussi on peut pas nier que il y a une consommation du soin, de l'immédiateté, de rejet de toute émotion négative, alors que ça reste des émotions utiles si elles ne s'inscrivent pas dans la durée, dans une pathologie, évidemment. Donc, il y a cette espèce de vouloir aller bien sans effort, et qui est un peu vendu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de choses, alors que moi, je partage pas ça, et je pense que c'est mentir aux gens que de leur dire mentir aux gens, clairement. Que... non, en fait, ça va te demander... Aller mieux, ça demande des efforts, en fait, et pas des efforts dans le genre, tu fais pas d'efforts, mais ça va te demander un investissement. Oui, pas des efforts dans le genre, bouge-toi le cul, ça va aller mieux, mais des efforts dans le sens, il va falloir mettre des choses en place qui vont être parfois désagréables sur l'instant T, justement. C'est ça. Et que si tout repose sur le soignant, nous, on est là pour guider les gens, en fait. Moi, c'est... Alex, le psychologue de mon unité, qui a cette image que je trouve bien, c'est que les gens arrivent avec un sac à dos avec leurs soucis, leurs émotions négatives dedans. On est là pour les aider à le porter, ou en tout cas les aider à l'alléger, alors que parfois les gens arrivent pour nous donner le sac à dos, en fait. Parce que tu peux le porter à notre place. Tu peux le faire, hein. C'est hyper... Et généralement, c'est des soignants qui sont très validés. C'est ce que j'allais dire. Il y a des soignants qui font ça. Je l'ai vu. Bien sûr que ça va aider à un instant T. Mais moi, je pose toujours la question aux gens dans ce cas, d'accord, vous le voyez, ça fait ça, mais c'est quand la fin ? Et moi, je repose toujours le truc de la bienveillance, en fait. La bienveillance, c'est quoi ? La bienveillance, c'est pas
te soulager effectivement sur l'instant T, prendre ton sac à dos, le porter pour toi, et puis si un jour je suis plus là, je suis plus disponible, tu te démerdes, quoi. Ouais. La bienveillance, c'est aussi dire des choses parfois qui sont difficiles, ou amener sur des outils qui vont être difficiles. Et on parlait des aidants tout à l'heure. J'aime bien aussi repositionner cette notion de bienveillance avec eux. Vous n'êtes pas malveillant, en fait, quand vous n'aidez plus, forcément. Ouais. Vous n'êtes pas malveillant quand vous ne renforcez plus. Totalement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis, il y a cette idée de toute façon, il faut vivre ces choses-là pour pouvoir s'outiller, trouver des choses et mettre des trucs en place. Et ça va passer forcément par se confronter à une émotion, se confronter à des choses difficiles, mais c'est pas fait, on les jette pas les personnes comme ça. De toute façon, c'est encadré, il y a des choses, c'est expliqué, c'est consenti aussi par les personnes. Complètement. On oubliait de le dire, mais les personnes sont OK parce qu'on leur a expliqué pourquoi ça va marcher aussi. Après, ils ont le droit de pas vouloir. Moi, je leur dis, ils ont le droit de pas vouloir de ça. Et aussi, voilà. Mais moi, j'ai l'impression, moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais moi, je leur explique les choses telles que je les vois, avec cette idée de temporalité, d'aider aujourd'hui, mais aussi aider pour demain, et pas rentrer dans un cercle vicieux où tu es hospitalisé, où tu reconsultes un nouveau professionnel tous les ans, tous l'année et demie. Par contre, il y a des gens qui disent, écoutez, j'entends, mais moi, là, en fait, je suis pas prêt à investir de l'énergie là-dedans. Moi, je veux qu'on me cocoule, je veux machin. Pas de souci. C'est OK. C'est juste que je dirais que moi, je serais peut-être pas la bonne personne pour le faire. C'est OK, en fait. À la fin, comme tu dis, nous, on est là pour... nous, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas d'attente que les gens adhèrent à ce qu'on propose. On propose. Et on essaie d'avoir l'honnêteté intellectuelle de proposer des choses, soit qu'on utiliserait nous-mêmes si on était dans la même situation, et qui nous paraissent validées, logiques et cohérentes sur l'attente des gens. Mais c'est assez marrant parce que quand on voit des gens suivis pour une maladie psychique, comme une schizophrénie, un trouble bipolaire, on a parlé d'empowerment, ces mouvements-là, ils viennent de mouvements d'usagers, de personnes concernées, ça vient qui ont demandé de reprendre le pouvoir sur leur santé, sur leur vie, etc. Et c'est toujours intéressant, je trouve, intellectuellement, de comparer ça à des gens qui viennent consulter, pas pour forcément une maladie psychique, pour des soucis, plus de santé psychique, et qui, parfois, eux, ne veulent pas du tout de cette place-là, d'empowerment, de choses comme ça. C'est assez paradoxal à voir et assez intéressant à voir, mais évidemment qu'à la fin, nous, on est, comme je disais au début, on propose des outils, après les gens en disposent et ça s'arrête là. Et pour les soignants, parce que ça, on a souvent des critiques de soignants en plus sur ce genre d'approche, ce genre de technique. En fait, et donc pour vous aussi qui pouvez être usagers de toutes ces choses, il faut vraiment partir du principe que sans ces idées-là de vous êtes au centre et on va vous accompagner, mais donc du coup vous allez devoir faire vos expériences. La réalité, c'est que actuellement, la majorité du temps, quand on est dans des services de psychiatrie ou même des services tout court qui vont gérer de loin ou de près ou de loin de la santé mentale, on décide à ta place, on t'enferme, on t'empêche de vivre la vie que tu veux. Enfin, c'est une vie que personne ne veut vivre et qui est la réalité d'énormément de personnes actuellement parce qu'on les dépossède de leurs compétences, de leurs capacités, de leur vie, tout simplement. On va bien au-delà, sous prétexte de la maladie psychique, on va bien au-delà, à mon sens, de ce qu'on peut proposer ou des avis qu'on peut donner. Sous prétexte de la maladie psychique, on se donne une part dans la vie des gens bien au-delà de ce qu'on devrait. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Ouais. Et puis avec, en plus, nos stéréotypes et nos biais. C'est terrible, ça, en psychiatrie. On est même, en tant que soignant, on est traversé par ces biais. Et on peut vraiment faire des dégâts, du coup, en fait, tout simplement. Il y a un collègue à vous, qui est Kevin Marc Valéry, qui travaille sur ces questions à Bordeaux, qui est docteur en psycho, et qui... ils ont fait des papiers, des articles vraiment chouettes et qui montrent effectivement comment... parce que souvent on se dit, oui, mais là il est en échec à cause de son symptôme, etc. Comment rien que notre posture, et la réhabilitation psychosociale pour moi c'est 99,9% de posture, comment nos postures, nos croyances mettent des freins aux personnes. Et quand tu sais à quel point une maladie psychique chronique peut mettre des freins à une personne, pas la peine d'en rajouter en fait. On a tout, on a la maladie, la stigmatisation. Si en plus notre posture et notre organisation en rajoutent une couche, on va pas s'en sortir en fait. Parfois, on est la plus grande limite à l'accompagnement. Mais clairement. Ça va vite. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps où j'avais une personne que j'accompagnais où on traitait un truc bien spécifique et j'avais un peu peur des fois il peut y avoir des idées noires, des choses comme ça. Mais ce qu'elle voulait, c'est vraiment se confronter pour pouvoir être plus en lien avec les autres. Et elle avait une forte anxiété sociale. Et j'étais là dans l'hésitation de dire mais est-ce que ça va pas la déstabiliser? Il y a la dépression et tout ça. Et voilà. Ouais. Et en fait,
j'ai pris conscience de ça et c'est moi qui bloquais. Parce qu'une fois que je l'ai lancé là-dessus, c'est débloqué. La dépression a diminué, les idées noires, il n'y en avait plus parce qu'elle voyait du monde, parce qu'elle était bien et qu'elle n'était pas outillée pour le faire à ce moment-là. Et c'était ma résistance qui empêchait la personne d'aller mieux, en fait. Mais surtout, c'est hyper intéressant parce que tu vois, la peur, clairement, ce qui freine au quotidien les projets des gens, c'est la peur des soignants et la peur des aidants en général, en fait. Mais on l'a dit, c'est pas malveillant. Enfin, quand t'es un papa, une maman, tu veux pas que ton fils ou ta fille ait une vie de merde. Mais quand il a été hospitalisé 4-5 fois, que t'as signé un tiers à 3h du matin, que tu l'as vu, que t'as pas pu le voir parce qu'il a été parfois en chambre d'isolement, des choses comme ça, enfin, c'est hyper traumatisant, en fait. Donc, à un moment, quand on arrive, on a dit, bah oui, il veut retravailler, donc on l'accompagne dès demain. Wow, vous êtes gentil, mais la dernière fois qu'il a retravaillé, et c'est de lutter contre cette peur de là, et d'aidants et de soignants, parce que tu te rends compte que d'une, elle sert pas à grand chose, parce que c'est pas parce que tu dis à un patient que tu es inquiet que ça va forcément changer. Et puis, chez les soignants, il y a ce truc de penser, c'est limite une pensée magique, que parce qu'on leur dit que c'est pas le moment, ou que c'est pas une bonne idée, ils vont pas le faire. Oui. C'est déjà. Et une fois que tu t'enlèves ça, et en fait, moi, je le vois dans l'autre sens. C'est OK, la personne me parle d'un truc qui m'inquiète. On reprend ton exemple, etc. Mon analyse de soignant fait que ça m'inquiète. Moi, mon but, c'est pas de lui dire, écoutez, peut-être le faites pas, parce que moi, dans ce cas-là, je me dis, elle va le faire. Mais comme moi, je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, si elle est en difficulté, c'est pas à moi qu'elle va demander de l'aide. Donc, je suis exclu de la boucle. Totalement. Donc, moi, dans ce cas, je me dis, OK, elle a un projet, je vais pas la freiner. Par contre, j'ai ça comme inquiétude. Donc, qu'est-ce que je fais pour justement rester dans la boucle ? Parce que sinon, tu arrives à un truc paradoxal. Je pense qu'il va pas y arriver ou qu'elle va pas y arriver, qu'elle se met en danger. J'ai des actions qui font que je sors de la boucle. Donc, ça n'a aucun sens, en fait. Et en fait, on fait ça tout le temps. Tout le temps. Et ça va vite. Il y a des fois, il y a des projets de patients, mais je crois pas. Et en fait, dès que je corrige ça, on tente et on voit. Et c'est les patients eux-mêmes qui du coup, réévaluent aussi, tout simplement. Et parfois même, quand tu leur dis, on tente, c'est même eux qui freinent derrière. Oui. Ils disent, parce qu'ils sont étonnés de ça. Limite, ils s'attendaient. Allez, dis-moi que ça, c'est un peu trop tôt comme ça. Mais. Je dis toujours, vous êtes prêts ? Vous êtes prête ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Comment vous évaluez le truc ? Et s'ils disent, c'est vrai que j'ai un peu peur, mais c'est normal d'avoir peur, voilà. Mais tu vas, test and learn. Enfin, vraiment, c'est ce truc de. En fait, au pire, ça marche pas et on réévaluera le jour où ça marchera pas. Mais anticiper le fait que ça peut ne pas marcher, c'est augmenter les risques que ça ne marche pas, de toute façon. Mais c'est vrai que parfois, ça renvoie ce truc désagréable. On parlait de l'empowerment. Il y a des personnes qui n'aiment pas le côté en quoi les questions, même les tournures de phrases. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est à vous de me dire si je suis prêt. En quoi je peux vous être utile ? Je sais pas, c'est vous le professionnel. Oui, mais non, en fait, je suis pas professionnel de votre vie. Donc, on est professionnel de la santé mentale, mais ils sont professionnels d'eux. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté où il y a des gens. Moi, ça m'est arrivé une fois de quelqu'un qui part de consultation parce que je sentais bien que ça l'irritait que je la remette au centre, en fait, et que je prenais pas une place globale où tout va passer par moi, que je vais pallier à tout. Alors, ça s'entend, encore une fois. Mais encore une fois, c'est que les gens qui nous écoutent, quand on fait ça, c'est parce que moi, je pense que le plus grand mensonge de nos spécialités du monde, c'est de dire aux gens, vous inquiétez pas, on va mettre entre mes mains à moi votre bien-être et votre santé psychique. Ça peut pas marcher, c'est une fumisterie en fait ce truc. C'est pas possible de dire ça, mais tout simplement parce que, regarde, moi je disais, je quitte Montpellier pour Chambéry, donc j'ose espérer que les personnes dont je suis le psychiatre traitant, vivent leur vie de manière la plus épanouissante possible grâce à leurs ressources ou aux outils qu'on leur a donnés, et pas grâce juste à ma présence. Parce que sinon, j'aurais tout raté, en fait. Puis ça veut dire qu'en gros, t'imagines, tu meurs, je dis, mais vous imaginez, vous mettez ma main, votre bien-être dans les mains, mais genre d'un déménagement, ou si je fais un burn-out, ou si j'ai envie de faire autre chose que de la psychiatrie, c'est pas viable, en fait. C'est pas possible. C'est pour ça que même quand ils te remercient, ils disent, merci, vous m'avez aidé, j'ai non. Vous pouvez vous remercier, vous, parce que moi, je n'ai rien fait. Je vous ai peut-être tenu la main à un moment donné, mais c'est vous qui avez tout fait, c'est vous qui avez bossé. Moi, je fais ma consulte avec vous. Après, je rentre chez moi le soir. C'est vous qui mettez en place les choses. C'est vous qui vous êtes exposé. C'est vous qui avez bossé. Soyez fiers de vous. Et vous pouvez compter sur vous, quoi. C'est exactement ça. Moi, c'est pour ça que je considère que la plupart du temps, notre travail, c'est créer un environnement propice à ce que les gens puissent soit se relancer, soit s'épanouir, soit se reconfronter à des obstacles où ils ne se sentaient pas de le faire seuls. Et c'est vraiment ça. Et je me rends compte, alors, dans les centres
dont je m'occupe, on en parlait de la boîte à outils, tous les outils pour le rétablissement médical, pour travailler les voix, pour travailler un tas de choses. Mais on se rend compte que pour une grande majorité, rien que d'avoir accueilli les gens, quel que soit le niveau de symptômes, hein, rien que d'avoir accueilli les gens et de leur dire « Ok, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quand est-ce que vous voulez le faire ? Eh bien, allons-y, sans présumer. » Ça règle un nombre de trucs, mais même où parfois, je rentre chez moi, je me dis « Dans la vache, mais en fait, tous nos outils, c'est bullshit. » Alors, évidemment que non, mais où tu te dis « Ouais, mais non, ça pouvait pas être si simple que ça. Ça peut pas être aussi simple que ça. » Tu veux dire. Ça fait, la vache, j'ai fait tant d'études, je me forme, je rajoute un DU, machin, je lis des trucs, je lis des bouquins. Ça peut pas être aussi simple que ça. Ok, vous voulez y aller, allons-y. Ah, c'est ça mon métier. Putain, mais je suis un charlatan. Mais d'ailleurs, même les usagers, ils sont là en mode. Même eux, ils se disent, ça pouvait pas être aussi simple. C'est vrai, des fois, il y a des moments où même eux, ils sont là en mode, ok, en fait, j'avais peur, je me suis confrontée, je l'ai fait, ça va mieux. Mais c'est des exemples comme ça sur des troubles chronicisés. Je me souviens d'une sur des fois des troubles paniques, genre des peurs de crise d'angoisse chronique. Donc depuis des années. Et pareil, elle avait été dans des centres où on l'avait accompagnée, où il fallait pas trop quand même qu'elle s'expose à des choses qui lui faisaient du mal parce que elle est fragile, elle a un diagnostic psy. En plus, il y avait une dépression forcément parce qu'elle sortait plus. Et donc ça, pendant 10 ans, elle avait vu psychiatre, psychologue, infirmier, tout ce qui avait dit la même chose. Et en fait, ça s'est réglé assez rapidement parce qu'à un moment donné, elle a voulu refaire. En fait, ce qu'elle voulait, c'était reprendre un travail et pouvoir aller chercher ses enfants. On a mis ça en place. Forcément, elle s'est confrontée aux crises d'angoisse. On a fait des thérapies spécifiques. Mais elle était plus motivée que jamais et ça s'est fait très rapidement. Et c'est dur en plus d'avoir après derrière ce regard sur soi en se disant du coup, j'ai perdu un peu de temps, quoi. Mais il y a toujours cette idée un peu ingrate que quand tu théorises, entre guillemets, un trouble, un symptôme, etc., t'éloignes le côté humaniste qu'il y a avec. Mais pas du tout, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus humaniste que emmener la personne parce que c'est sa vie et qu'elle a la place la plus importante dans les choix, que lui donner des réponses précises avec des trucs validés parce que tu joues pas avec la vie des gens, etc. Il n'y a pas plus humaniste que ça. Mais paradoxalement, on se fait donner la leçon par beaucoup de gens qui chronicisent les gens, les accommodent, les remettent peu au centre, les font dépendre beaucoup d'eux, donc peu humanistes. Et c'est nous qui se faisons taxer de non-humanistes. C'est toujours intéressant quand quelqu'un empêche un patient de faire plein de trucs dans le sens je sais ce qui est bon pour lui, et que c'est cette même personne qui te taxe de non-humanisme. C'est toujours assez rigolo. On va te dire oui, mais vous faites des protocoles, c'est pas du tout humain. Alors déjà, c'est faux. On fait pas des protocoles. Enfin, on a certes des protocoles, mais en fait, vu que c'est hyper personnalisé en fonction des objectifs, justement, tu sors vite des protocoles et des choses comme ça. Enfin, ça existe plus. Compris, quoi. C'était dans les années 50. Ça, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est vraiment deux camps en France entre la psychologie scientifique, le fait de remettre le patient acteur, etc. Et les autres thérapies où il y a vraiment ce truc de... ces stéréotypes aussi de tout le monde doit aller voir un psy. La psychothérapie, ça dure 10 ans. Ça dure des années. En fait, t'en as toujours besoin. Bah non. Et heureusement. Sinon, c'est... Mais c'est pour ça que tu vois, parce que c'est clair que, comme tu dis, c'est un peu ces guéguerres de chapelle, c'est hyper présent. Et moi, je me pose souvent la question... qu'est-ce qu'en pensent les gens quand t'es extérieur à tout ça, tu vois. C'est pareil contre la lutte contre la stigmatisation, tu vois. Et moi, je trouve qu'une façon de se défaire, entre guillemets, de ça, ou en tout cas plus nuancée pour que ça avance pour les gens quand même, les pratiques orientées rétablissement personnel, en fait, tu peux pas te tromper. Comme tu pars de la demande de la personne, concrètement, c'est quand même peu attaquable. Tu ne forces la personne à rien, évidemment. T'es dans sa temporalité. T'es pas là pour ralentir ni pour freiner, ni pour accélérer si la personne ne veut pas. T'es pas là pour dire que c'est bien ou pas de s'en emparer. En fait, tu fais des propositions dont la personne s'empare. Nous, quand on fait ce qu'on appelle des plans d'intervention sur le centre de réhab, on recueille toutes les demandes des personnes et c'est simple, hein, c'est un tableau en 3 colonnes. À gauche, les demandes. Au milieu, ce qu'on lui propose au service de ces demandes et que la personne a validé. Si elle les a refusées, ça s'arrête là. Et à droite, qui fait quoi ? C'est aussi simple que ça, et les gens ont le droit de refuser. C'est peut-être ça faisait pas sens, peut-être c'était pas le moment non plus, mais l'avantage de ça, c'est que c'est peu attaquable de dire pourquoi vous faites ça ? Parce que la personne a demandé. C'est quand même peu attaquable. Oui, et puis une fois de plus, tu vois, tu parles de guerre de chapelle, des choses comme ça. Je pense qu'on en est plus là. En fait, le plus important, c'est vraiment ce truc de c'est quoi qui marche le mieux pour les patients, pour les usagers, en fait. Moi, je m'en fous de l'appellation de l'outil. Si demain, tu me prouves que certains outils qui, aujourd'hui, on sait, ne fonctionnent plus, fonctionnent mieux que ce que je fais aujourd'hui,
j'abandonne tout ce que je fais aujourd'hui pour aller me former à ce qui fonctionne. Et donc, c'est ça. quel que soit le nom, que je fasse à TCC ou autre chose, en fait, je m'en fous. Enfin, moi, on n'est pas pro. Mais d'ailleurs, c'est ce on n'est qu'on pas a- pro c'est école ce de qu'on a pensée, déjà fait en fait. tous, en fait. Oui. On a bossé à des endroits où on a eu des cours où ce qu'on nous a expliqué nous paraissait soit douteux, soit Oui. pas logique, C'est Ah, bah, clairement. et donc on a été chercher ailleurs, en C'est fait. ça. On n'est pas. Oui, en fait, c'est ça, comme tu dis, ça rend déjà plus simple parce qu'on part d'un truc d'une personne, ça remet la personne au centre. Ça rend beaucoup plus humble aussi parce que ça te permet de te confronter vraiment à la réalité des personnes et du coup à t'outiller toi-même en tant que soignant à la réalité du terrain et pas à des trucs, voilà, où tu sais pas de ce que ça sort ou de tes croyances ou parce que ça a marché sur ta cousine. Et aussi, ça rend humble parce que tu vas travailler avec d'autres personnes parce que seul, tu peux pas tout gérer, tu peux pas être capable de tout gérer. Je sais que tu es militant aussi pour la paire aidance. Ouais. Et pour bosser en équipe, c'est le cas parce que moi, je suis incapable de gérer toutes les questions administratives sur certaines choses. Je suis pas capable de faire, je sais pas moi, le traitement. Et j'ai besoin d'autres personnes. Le travail, tous les domaines de vie, en fait. En fait, il y a tellement de domaines de vie chez une seule personne que tu peux pas tout gérer. Il faut des gens. Voilà, moi, je suis une patiente où je lui ai dit, nous toutes les deux, on n'y arrivera pas. Il va falloir que, justement, vous vous rapprochiez d'un centre pour vous aider dans la recherche d'emploi si c'est ce que vous voulez, vous aider dans la recherche de logement, avec une assistante sociale, voir s'il n'y a pas des aides aussi qui peuvent vous aider, etc. Parce que moi, en fait, mon métier s'arrête quelque part aussi. Et on a des limites. Et il faut accepter aussi qu'on ne peut pas tout pour l'autre. Et puis même de toute façon, même si tu avais les connaissances, moi je le dis tout le temps, moi si demain je me mets en libéral et je vais pas perdre mes compétences sur la réhab, sauf que moi les gens qui aident les personnes dans mon unité, c'est l'équipe en fait, c'est pas moi. Donc en fait tout seul, si tu veux le faire bien, parce qu'accompagner à l'emploi c'est hyper spécifique, Non, mais c'est clair. Et donc c'est pas pour rien que justement quand on a développé ces unités, ce que tu disais, c'est pas pour rien qu'il y a de nouveaux métiers qui sont créés. Autour de l'emploi, les job coachs, les médiateurs de santé pair. Mais encore une fois, moi, il y a toujours l'idée de rien faire de principe et d'amener un outil pour ce qu'il est, sans présumer de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas d'ailleurs, et pour répondre à une problématique plutôt que de principe. Parce que c'est vrai que moi, quand on réfléchit notre pratique, je fais aussi attention aussi à ne pas donner le bâton pour se faire battre, dans le sens où moi, je sais qu'avec des collègues de réhab, parfois, on n'est pas complètement d'accord sur la manière de faire, sur les paradigmes, oui, mais... Nous, par exemple, on est un des seuls centres à pas faire ou quand tu arrives, tu vois de principe, dans beaucoup de centres, tu vois le ou la psycho, l'assistante sociale, tu fais un bilan avec l'infirmier, etc. Tu vois le neuropsy, tu fais un bilan, tu fais toutes les étapes. Nous, on ne fait pas ça parce qu'on n'amène rien de principe et on part du principe, ça peut même ralentir la temporalité de la personne, en tout cas de pas rentrer ou qu'elle ne comprenne pas. Si tu viens pour te faire aider à travailler et qu'on te dit pendant 3 semaines tu vas voir tout le monde, ça peut interpeller. Donc après c'est des débats qu'on a, mais souvent l'idée c'est pas donner le bâton pour se faire battre, et nous l'avantage de ça, de tout faire de principe, de pas de principe mais sur mesure, c'est qu'on n'a pas d'attente. Et quand tu vois, on en parlait avant de commencer, les listes d'attente pour trouver des gens compétents, etc. On essaye tous de... Moi je pense qu'à l'heure actuelle c'est l'enjeu le plus important en fait de réduire, parce que pareil, on sait à quel point c'est compliqué d'aller se faire aider. Même quand tu trouves, faut un jour, tu t'es levé ou tu as vécu un truc qui fait OK, ça peut plus durer comme ça, faut que je m'en occupe, faut que j'y aille, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un coup de pouce, mais il y a 4 mois d'attente. Waouh, et t'as eu le temps de rechanger la vie 15 fois en fait. Mais c'est où j'ai vu quelqu'un, il m'a dit moi je fais pas ça. Waouh, putain, du coup, c'est pour ça que nous on s'est donné des règles, c'est pas de conditions d'accès, pas de délai, et puis il y a 2 choses qu'on dit jamais, c'est pas moi ou c'est pas le moment. Et puis après, on a construit autour et on n'a pas construit dans l'autre sens avec nos outils. Et Dieu sait que je sais que plein d'outils d'éducation thérapeutique, etc. marchent. Mais je donne souvent cet exemple. Nous, on a un groupe d'éducation thérapeutique. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas tourné. Je sais que ça marche. Je sais que ça peut réduire des risques d'hospitalisation et tout. Mais les gens n'ont pas demandé, en fait. Donc, on l'a fait différemment, etc. Oui, tu le distilles à 2 endroits. Après, ça, c'est ta compétence de soignant aussi. Mais on n'est pas rentré dans ce truc. Si, l'outil marche, regardez. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. C'est vraiment ça, le truc personne n'est dans ta vie, personne n'est dans ta tête, personne n'est dans ton corps, personne n'a vécu ce que tu as vécu. Donc, tu sais mieux que les gens qui vont t'accompagner. Et il faut se faire confiance aussi là-dessus. On ne sait pas mieux que les autres, pour leur vie, quoi. Et si d'ailleurs tu as un soignant qui te dit voilà, moi je sais comment vous fonctionnez et c'est comme ça qu'il va falloir faire, faites-moi confiance, ça pue quand même. En tout cas, ça va beaucoup s'appuyer sur lui.
Et du coup, on l'a dit, toujours pareil, ça risque peut-être de t'aider à un instant T, mais quid dans 1 an, dans 2 ans, alors que on le sait, hein, nous, si on fait bien notre boulot, si on arrive à bien outiller les gens, normalement, ils ne reviennent pas nous voir. Hein. Donc, il y a vraiment... Mais encore une fois, moi, c'est pour ça, je pense souvent, la réhab au service du rétablissement personnel, pour moi, c'est de la psychiatrie, mais hyper précise, hyper sur mesure, vraiment de précision, avec un effort de réflexion tout le temps, pour éviter de tomber dans des trucs, des packages qu'on fait à tout le monde, en fait. Ouais. Ça, j'espère que vous prenez bien la mesure de ce que vous entendez, vous, auditeurs. C'est hyper simplifié parce que, en fait, tu maîtrises énormément le truc, tout ça, mais parce que, en fait, c'est toi qui as accepté cette complexité et qui transmet quelque chose de simple aux personnes, mais c'est pas un truc de wow, mais on fait ce qu'il veut et tout ça. Il y a des logiques, il y a des trucs et c'est hyper pointu. Il y a Je des suis très d'accord avec ça. conceptualisations aussi. C'est hyper derrière. pointu derrière tout ce qu'il faut mettre en place pour accompagner une personne. C'est sans cesse, comme on l'a dit, être sur un équilibre. En fait, ok, là, il me demande de l'aide, mais si j'amène cet outil, est-ce que ça va pas me péter à la gueule dans 6 mois ? Là, c'est une aide financière, mais est-ce que ça va pas enlever de la motivation à déménager ? Enfin, c'est toujours essayer de prendre du recul sur la situation et ne pas la voir que par le prisme de l'heure dans lequel on se pose, mais sur des mois, des années, parce qu'il s'agit de ça. Et du coup, on passe notre vie à déconstruire ce qu'on fait, à se réorganiser. Et en plus, tout le temps, parce qu'on fait différemment pour chaque personne, du coup. Donc, c'est profondément sur mesure. C'est de la thérapie ciblée. Hein. C'est ça. C'est complexe, ouais. T'as une belle histoire en tête d'une personne qui est arrivée, tu te dis ça ne pourrait pas fonctionner, et puis il y a eu des belles... J'ai envie de dire, on n'a que ça, en fait. Ouais. On n'a que ça. Alors, on a eu beaucoup au début, mais pas parce que les histoires sont belles, mais parce que c'est pas une création, l'unité dont je m'occupe, c'est une transformation. Ouais. Donc, en fait, on est tellement entouré dans une façon de faire qui était on empêche les gens de faire, on les surprotège et tout, qu'à chaque fois qu'ils aboutissent à un truc qui est épanouissant pour eux, c'est une réussite en fait. Ouais, à force, je pense qu'on est de moins en moins entre guillemets surpris, parce que tu y crois en fait, et à force d'exemples. Donc, mais honnêtement, moi, je vais répondre à l'envers, j'ai peu de situations où où c'est pas positif en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt cool comme manière de travailler, c'est qu'on peut penser que quelqu'un qui vient de voir pour un projet, ça aboutit pas, c'est un échec. Mais moi, je le vois juste comme un environnement différent. Déjà, la personne a eu le droit, en son âme et conscience, de tester. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est majeur. Et puis, moi, je dis souvent, moi, j'en suis un bon exemple. Moi, j'ai rien réussi du premier coup. Dans ma vie. Le bac, le permis, les années de médecine, enfin... Donc, à un moment, ce serait bizarre de dire aux gens non, je comprends pas, vous ici, c'est pas du premier coup. Donc, paradoxalement, oui, mais des belles histoires, il y en a plein, mais pas sur le type de sujet, parce qu'en fait, tu te rends compte que les gens, elles ont tout simplement les mêmes envies que n'importe quelle personne de leur âge, en fait. Donc, tu vois, c'est pas, on pourrait dire, un jeune de 20 ans hyper content parce qu'il a son appart et tout. Ouais, c'est cool, tu vois, mais c'est cool parce que tu sais à quel point la psychiatrie peut empêcher ça. C'est ça. Et quand je dis la psychiatrie, c'est la manière de faire plus que la maladie. Tu vois, mais apprécie des trucs cool parce que indirectement, tu essayes de répandre. C'est ce que vous faites avec le podcast aussi, c'est d'aider, de donner des billes à des gens qui peuvent pas vous voir directement aussi. Ou pas de. Moi, je vois avec le livre, c'était ce but-là aussi. Et un truc qui m'a marqué, mais parce que ça touche un truc qui me plaît, qui est la montagne. C'est que c'est une maman qui, il y a quelques mois, m'avait envoyé un mail en disant voilà, mon fils est atteint de schizophrénie. Lui, son truc, c'est d'être pisteur sur les pistes et tout, assurer la sécurité des pistes, etc. On n'arrête pas de lui proposer de bosser dans les espaces verts ou dans des trucs protégés, etc. Il veut pas du tout. J'ai lu votre livre, du coup, on s'est lancé, on l'a inscrit, etc. Et tu dis wow, putain. et quelques mois après, elle m'a envoyé son diplôme. Trop bien. Et tu te dis, et c'est là où tu te dis que la vache, si parfois juste de donner la possibilité aux gens, ça règle des trucs, tu dis mais ça c'est facile à faire. Et souvent on se plaint, la psychiatrie, pas de moyens, etc. Là c'est pas une question de moyens en fait. Encore une fois c'est une question de posture, c'est une question de changement de paradigme en fait. Et puis après ce qui est chouette de bosser comme ça, c'est comme tu vois, là, l'unité s'appelle le C2R Jean Mainviel. On a un prix Mainviel tous les ans par la famille du professeur Mainviel, qui finance des projets. Et là, c'est hyper marrant parce que, tu vois, en termes de projets de diversité, il y en a à qui ça va payer le permis. D'autres, il y en a un l'année dernière, ça lui a payé
un scooter, d'autres pour être moniteur de kayak. Ouais. Cette année, il y en a une qui va pouvoir enregistrer un disque. Ok. Enfin, du coup, c'est autant de projets, mais qui sont des projets de vie. Tu vois, si tu prends dans un groupe de personnes du même âge, tu retrouveras les mêmes, en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc, finalement, des belles histoires, en fait, il n'y a que ça. Qui est un message d'espoir tellement énorme. Enfin, c'est vrai qu'on le répète souvent, vous n'êtes pas votre pathologie, mais les gens, en fait, tout le monde le dit, mais C'est il y a pas à le incarné. dire, et après, si derrière, tu accompagnes la personne comme si elle n'était qu'une pathologie, Ouais. t'as beau lui dire, t'es pas ta pathologie, elle va te dire, oui, bah, d'accord, mais en attendant... Bon, c'est tellement plein d'espoir aussi, comme, tu vois, comme perspective. Tellement. Après, c'est dur, hein. On le sait, hein, la maladie Ah bah oui. psychique, Voilà. c'est un sacré Voilà, ça, il faut, obstacle. Non, mais Pareil. enfin, on est mieux sans, globalement. Ah, bah, Enfin, je veux dire, c'est toujours une bonne nouvelle de ne pas en avoir. Ouais, C'est c'est clair. On va pas mentir. La stigmatisation, on en a conscience. Ouais. Moi, le premier, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça veut pas dire qu'on peut pas essayer, En fait, c'est et ça veut pas dire que même que tu peux. Moi, je dis souvent de manière un peu provocante, mais ça, je connais les classifications des maladies psychiques, je connais les symptômes, etc. J'ai jamais vu dans un critère est plus sensible à l'échec que les autres. Ça n'existe pas. Oui. Et pourtant, on nous le renvoie tout le temps. Oui. Oui, mais s'il rate, il aurait eu le droit d'essayer, en Oui. fait. C'est Et puis, tellement important. Et puis, s'il rate, en fait, on verra et on gérera au moment. On verra, Et puis ça, c'est au douloureux. moment. Un Et échec puis, raté, c'est ça- douloureux. ça Ça, se- c'est normal. Il y en aura ça, toute la c'est Oui, vie. puis ça n'a rien à voir avec la Mais maladie. c'est pas la hein. maladie, c'est ça, douloureux oui, pour voilà, tout le c'est monde ça. et tu peux. En fait, tu peux passer au-dessus. Enfin, c'est pas la fin de quelque chose, un échec. Hein, Et puis tu parlais de témoignages de gens concernés, la plupart te disent, mais en fait, si on parle même de rechute et d'hospitalisation, vaut mieux rechuter en essayant un truc qui te... Déjà honnêtement, moi je pense que protéger de la vie protège pas de la maladie, bien au contraire, c'est l'inverse, c'est que c'est Ouais. les projets qui protègent, parce que tu t'empares des soins différemment, Complètement. avec du sens et dans le temps, donc c'est pas pour rien que les gens qui mènent des projets à terme épanouissants, bah, comme par hasard, ils rechutent moins. D'une, et de deux, c'est pas satisfaisant juste d'espacer les hospitalisations en fait. À un Oui. moment, on se plaint souvent, pareil, l'arrêt du traitement, etc. Mais si ta vie qu'on te propose, c'est rester dans ta chambre toute la journée, se satisfaire que t'es pas réhospitalisé, mais moi je dis souvent, hein, moi si on me fait ça, à un moment je tente ma chance, hein, Ouais, bien sûr. sans traitement, sans rien, et je vois ce que ça donne. Donc il y a vraiment ce côté où il n'y a pas de risque en fait, vraiment. Moi je pense clairement, et je milite pour... Ouais, complètement. je pense que c'est plutôt la manière qu'on a de faire de la psychiatrie de manière globale qui est à risque, clairement. Mais Oui, je suis Pour les d'accord. gens et pour de rechutes et voilà. Et puis un truc intéressant de la réhab, parce que souvent c'est marrant quand on va dans un congrès, etc., parler de réhab, on a l'impression que c'est un peu, moi on me dit ok, t'es plus psychiatre, t'es éduque ou machin, des trucs comme ça. On n'a rien contre les éduques, hein, évidemment, enfin en tout cas je sais pas ce que pensent les gens quand ils me disent ça, mais dans ce sorte, bah, t'es pas là pour ça en fait. T'es là pour C'est donner des triste. traitements, proposer des outils non médicamenteux aussi, mais voilà. Et c'est intéressant de voir, mais moi je réponds, mais vous savez les gars, moi je trouve ça génial ce que vous faites, hein, chercher les nouveaux traitements, la génétique, l'imagerie, je trouve ça génial, je serais incapable de le faire, je fais un peu de recherche mais pas plus sur ces sujets-là. Par contre, moi ce que je trouve cool dans ma pratique, c'est que tout ça, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Oui. Et la réhab, c'est aider les gens à l'échelle d'une vie, tout de C'est suite ça. maintenant. C'est trop compliqué pour des gens... quand tu vois des parents qui ont des enfants de 40, 50 ans et que tu leur parles du dernier IRM fonctionnel ou de la génétique et tout, ils savent très bien que leurs enfants en Ils en bénéficieront bénéficieront pas. pas, bien sûr. Et donc tu t'arrêtes. La réhab, ça permet, en toute modestie, d'aider les gens tout de suite et maintenant. Tant mieux si notre spécialité avance, et je pense que Ah oui, dans il les faut, années à venir, il y ça aura va des être trucs chouette. exceptionnels. Bien sûr. Mais en attendant, il y a des gens qui sont là tout de suite. On va pas leur dire, alors attendez, C'est Ah ça. non, c'est on ça. attend. Ou alors, bah, c'est comme ça et vous avez C'est une ça. pathologie. Une espèce de oui, c'est fatalité. ça. Mais je pense que ça peut être le mot de la fin qui est un très beau mot, qui est de, voilà, en fait, on teste, on voit. Venez avec des objectifs. Ouais, on y et on va, se quoi. contient pas avec des barrières, complètement. Attention, l'objectif peut faire peur, hein. On a parlé beaucoup d'objectifs, projets. Oui. Évidemment, on n'attend pas les gens avec un business plan, hein. Non, complètement. Faire Non. émerger un projet, c'est déjà un C'est objectif. déjà- en Mais soi. Ouais, c'est ça. c'est ce que j'allais dire. Euh, L'objectif, ça peut être trouver des objectifs. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Souvent, le truc fait peur, on nous dit oui, mais nous, il sait pas exactement ce qu'il veut faire. Oui. Mais c'est C'est pas pas grave. grave. Déjà, il a 20 ans, Oui. c'est normal. Et puis, Oui. Mais step by step. ouais, ouais. Enfin, pas de Ah souci. oui, complètement. Effectivement, ça, c'est déjà quand on est dans un processus. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Du coup, tu avais fait un livre, du coup, Soyez réhable, si je ne ouais, me trompe pas. qui est sorti il y a un an, donc qui est un guide. Alors, il y a beaucoup de livres théoriques sur la réhab, Ouais. tout ce qu'on a parlé, l'empowerment, etc., mais qui est resté théorique. Là, j'ai essayé de faire un guide pratique qui s'appuie sur des vignettes en fait cliniques qui s'adressent aux soignants, aux gens concernés et aux proches,
où je compare des situations où il y a les points de chacun, parce que chacun a un point de vue différent, c'est normal, il regarde la situation d'une place différente. Ouais, et ce qui permet, on nous parle d'espoir, d'accompagner, etc. Mais concrètement, quand tu as un jeune de 20 ans qui te dit « je veux déménager, mais j'arrête mon suivi, mon traitement en même temps », en fait, c'est là où toute la question se pose, etc. Donc, j'essaye de décortiquer ça. On a parlé d'accommodation, de faire un chapitre complet sur l'accommodation aussi, qui est... C'est celui dont on me parle le plus, mais même les gens qui ne sont pas du tout concernés par la psychiatrie, ça s'applique partout, on parlait de bon sens. Et j'ai essayé de faire le compte Insta du livre Soyez Réhab pour compléter aussi en info. Là où on te retrouvera. Bon, de toute façon, on mettra toutes tes infos en barre C'est gentil, merci. Un grand merci pour ces échanges-là. C'était trop cool. Vous avez un petit mot de la fin. Laissez personne décider à votre place, quelles que soient vos inquiétudes, quel que soit ce qui s'est passé. Et puis, mot de la fin pour vous, quand même, pour le travail que vous faites. Merci. On se rend pas compte à quel point on vit une période particulière pour la santé psychique. On n'en a jamais autant parlé. On n'en a jamais autant mal parlé aussi. Oui. On est tous responsables de ça. Hein. Je considère que moi, quand il y a une place à prendre, si nous, on n'a pas su la prendre en tant que professionnel de santé, c'est normal que quelqu'un d'autre l'ait prise. Faut pas s'en plaindre après. Totalement mais voilà, de dire aux gens, encore une fois, je présume jamais de ce qui peut aider les gens, mais méfiez-vous des choses magiques, méfiez-vous surtout ce qui a aidé quelqu'un, en partie, on est tous différents, on a suffisamment appuyé là-dessus pendant tout. C'est pas parce que quelque chose a aidé quelqu'un et qui témoigne que ça l'a aidé que ça va vous aider. Ça veut pas dire que vous pouvez pas tester, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave en fait. Ça fait pas de vous un cas désespéré ou un truc rien ne marche. C'est plus complexe que ça. Il y a un gros virage entre santé psychique et maladie psychique que je pense les professionnels de santé en psychiatrie n'ont pas su prendre très bien en termes d'explication. Mais vous participez à faire ça. C'est pas facile. Hein. Les gens peuvent croire que c'est sous couvert on se fait des discussions sur le canapé. Mais ça a des enjeux. On le voit au quotidien avec des collègues, etc. C'est pas facile comme posture à avoir, donc bravo à vous de le faire. Merci. Voilà. Ça nous touche beaucoup. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et ben voilà, tu représentes vraiment ce qui est un militancier pour nous. Donc merci à toi et pour tout ton travail. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite plein de courage pour tes nouvelles aventures. J'adore cet épisode. Merci. Merci Alice pour le montage de cet épisode, comme toujours. Merci Alice. Et je vous dis à mercredi prochain. À bientôt. Avec une voix beaucoup moins nasillarde. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.